Docteur en économie de la santé, Albert Zé est la bête noire des politiques de santé publique au Cameroun. En 2021, il fait partie de la commission relative à l'utilisation des fonds Covid déposés à la présidence de la République du Cameroun. Incisif et pertinent, le docteur Albert Zé est l'invité du podcast de Tina, édition 3. Bienvenue. Docteur Albert Zé, bonjour. Bonjour Tina. Bienvenue. Merci. Ça fait plaisir de vous avoir dans ce podcast. Le plaisir est partagé. Alors, vous êtes docteur PhD en mathématiques, économie et économétrie. C'est quoi l'économétrie pour la grand-mère au village? Alors, l'économétrie, c'est une discipline qui nous permet de faire des évaluations dont on utilise des outils mathématiques et statistiques. Donc, de manière résumée, il s'agit en fait d'une modélisation qui permet donc d'aboutir à des théories en économie. D'accord. Vous créez l'IRESAD en 2010. Qu'est-ce que c'est? Alors, IRESAD, c'est l'Institut de recherche pour la santé et le développement, qui est un centre de recherche, un institut de recherche que j'ai fondé avec des amis il y a de cela 15 ans aujourd'hui, plus précisément 15 ans et un mois. Donc, nous faisons la recherche. Pour ceux qui nous ont suivis depuis des années, il y a plusieurs travaux que nous avons présentés sous forme de conférences. Donc, ce sont des travaux de terrain parce qu'en fait, il faut préciser ici que l'Institut est pluridisciplinaire, en fait. C'est-à-dire que nous avons toutes les disciplines qui interviennent parce que nous voulons avoir, en quelque sorte, une presque exactitude des faits de ce que nous pouvons capter dans la société. Donc, nous faisons des études sur le terrain, nous collectons nous-mêmes nos données et nous faisons des analyses et puis des recommandations. En dehors de la recherche, nous avons un côté social qui voudrait que nous organisons des sensibilisations dans le cadre de la santé, mais aussi nous organisons des dépistages et traitements gratuits de paludisme dans certaines localités que nous choisissons généralement de manière aléatoire. Donc il y a ce côté-là, mais également il y a un volet qui n'est pas exploité depuis, c'est le volet laboratoire. Nous sommes effectivement en train déjà de travailler dessus. Nous avons pu acquérir déjà un espace pour la construction de ce grand laboratoire avec des bureaux de l'Institut. Lorsque vous dites que l'Institut est pluridisciplinaire, ça veut dire que vous ne vous occupez pas que de la santé? Oui, parce que justement, nous parlons des questions de santé et développement. C'est-à-dire que c'est vrai que tout est centré sur la santé parce qu'il faut le dire que la santé est un élément important. Mais nous travaillons sur les politiques sociales de manière générale, les politiques économiques et sociales, ce qui permet donc que tout le monde puisse se retrouver. Et nous espérons que nous allons effectivement aboutir à nos objectifs, d'avoir un cadre qui permet d'accueillir tous ces étudiants qui nous sollicitent à travers le monde. Comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Ça, c'est une question assez importante. Pour le moment, depuis pratiquement 15 ans, l'Institut, il est, je pourrais dire, autofinancé par moi-même et puis des amis qui m'accompagnent dans cette aventure. Il faut être honnête pour dire que nous n'avons jamais reçu de financement de qui que ce soit. Est-ce que vous êtes approché du gouvernement? Oui, le souci en fait c'est que nous avons, je dirais, un format d'entreprise aujourd'hui qui n'est pas encore inséré dans notre environnement. Le marché de la réflexion ne compte pas encore véritablement dans notre société. Donc nous sommes en train de créer un chemin que peut-être nos enfants ou nos petits-enfants pourront peut-être mieux exploiter. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous expliquez à quelqu'un que vous avez un institut de recherche, c'est pour des questions de réflexion, de pouvoir apporter un certain nombre de propositions sur la vie sociétale et puis
l'évolution des politiques publiques, c'est pas toujours entendu de la bonne manière, parce qu'en fait, on s'attend à ce que tout jeune aille dire que je veux produire de la tomate, que je veux produire des jus de fruits. Mais il faut bien qu'aujourd'hui on sache dans notre société que nous avons ce qu'on appelle le marché de la connaissance, de la réflexion. Et dans ce marché, ce sont les idées qu'on vend. Et c'est pour cela que dans le combat qui est le mien, c'est qu'effectivement, il faudrait qu'on amène ceux qui dirigent à comprendre qu'on ne peut pas continuer à produire des politiques publiques sans toutefois venir auprès des experts pour demander effectivement conseil et demander leur expertise sur un certain nombre de choses. Vous êtes souvent très virulent par rapport aux résultats des travaux du ministre de la Santé. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites pour attirer son attention ou vous le faites réellement parce que vous le trouvez incompétent? C'est pas pour attirer son attention parce qu'en fait, lui, il ne m'intéresse pas. Ça, il faut le dire. Ce qui m'intéresse, c'est la santé des Camerounais. C'est notre santé à tous. Je ne pourrais pas m'intéresser à sa personne parce qu'en fait, lorsque vous êtes dans une formation sanitaire et vous voyez ce qui se passe, moi, je le dis tout récemment, en janvier 2024, décembre à janvier 2024, j'ai fait 10 jours dans les grands hôpitaux de Yaoundé avec ma sœur aînée. Malheureusement, elle est décédée. Et je vais vous dire que ce que j'ai vécu dans ces hôpitaux, je vous assure, le ministre, il ne m'intéresse pas. C'est la santé des populations. Quand vous voyez, hier en soir, il y a une maman qui est décédée parce que ses filles n'avaient pas 10 000 francs pour lui acheter le traitement qu'il fallait pour qu'on la maintienne. Et je vous assure, ce jour-là, j'ai vraiment craqué parce que je me suis posé la question, est-ce que la vie d'un Camerounais vaut 10 000 francs? Mais s'il faut faire une lecture globale donc, de la santé au Cameroun, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les médicaments et les endroits où on les vend, ou même les endroits où on les trouve, c'est-à-dire que où est-ce que les pharmacies se procurent des médicaments et tout ça, qu'est-ce que vous pourrez dire s'il faut noter ça sur 100? S'il faut donner une note, elle sera suffisamment médiocre. Ça, il faut le dire. Et ce que j'ai l'habitude de dire, ça, je ne me cache pas, le Cameroun n'a pas un système de santé. Il n'y a pas un système de santé au Cameroun parce qu'il faut faire une différence entre un système de santé et un système de soins de santé. Le système de soins de santé, c'est une petite entité. C'est un peu comme, généralement, dans l'algèbre linéaire, excusez-moi de prendre un peu cet exemple, parce que bon, moi, je côtoie beaucoup les mathématiques. Oui, en fait, ça va être bien compréhensible. En algèbre linéaire, on a ce qu'on appelle les ensembles et les sous-ensembles. C'est-à-dire qu'en fait, les sous-ensembles sont ceux qui composent l'ensemble. Donc, le système de soins de santé est un sous-ensemble du système de santé. Ce qu'il faut comprendre de manière très simple, c'est qu'un système de santé a pour premier objectif d'empêcher à ce que les populations tombent malades. C'est-à-dire qu'en fait, une personne malade n'est rien d'autre que l'échec d'un système de santé. Donc, vous ne pouvez pas être dans un pays où vous avez une administration, parce que je ne veux pas parler de ministre, vous avez donc un système qui est plutôt favorable à la maladie, parce qu'en quelque sorte, j'ai souvent l'habitude de poser la question, est-ce que vous savez comment on fait pour ne pas avoir l'insuffisance rénale? On vous dit qu'il y a des centres d'hémodialyse. Donc, en fait, on nous encourage à atteindre l'insuffisance rénale parce qu'on va nous prendre en charge. Donc, c'est ça, en fait, le problème que nous avons. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore construit nos systèmes. On n'éduque pas suffisamment les populations de votre point de vue. Il n'y a pas de promotion de la santé. La conception de ce que nous appelons système de santé aujourd'hui n'est rien d'autre que je dirais, un héritage colonial qui n'a pas été mûri, qui n'a pas bénéficié d'une structuration qui dépend effectivement de notre environnement et des réalités socio-économiques que nous vivons. Je le dis et je voudrais ajouter à socio-économique, culturel aussi. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, j'écrivais justement un article dessus sur les spécificités de la santé en Afrique. Et
Quelques années plus tard, en 2020, nous l'avons vu, tout le monde entier a bougé par rapport à Covid, mais l'Afrique était stable. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une certaine spécificité socio-culturelle en Afrique qui fait que il faut effectivement aussi adapter la réflexion et la structuration des systèmes de santé en fonction de tout cela. On ne peut donc pas aujourd'hui vivre avec des systèmes de soins de santé qui sont uniquement une émanation coloniale et se dit effectivement qu'on peut apporter la solution aux Africains, et notamment aux Camerounais. Donc voilà un peu le véritable problème que nous avons et qui nécessite effectivement qu'il y ait des réflexions. Malheureusement, certains pensent que il suffit juste de s'asseoir sur un poste et de bénéficier des instructions et de l'article 2 pour que tout aille bien. Mais qu'est-ce qu'on doit faire de manière, comment je vais dire, de manière technique sur le terrain? Qu'est-ce qu'on doit réellement faire en dehors d'avoir une réflexion, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit enseigner à nos enfants à l'école comment éviter telle ou telle maladie? Est-ce que d'autres ministères doivent se greffer à celui de la santé? Alors, ça, c'est une bonne question. Déjà, il faut savoir que dans tout pays, lorsqu'on a un objectif à atteindre, on structure le gouvernement de telle manière à ce qu'on atteint cet objectif. Mais malheureusement, chez nous, les mêmes singes restent sur les mêmes arbres, mangeant les mêmes fruits. Et ça passe comme ça. Quand vous regardez, par exemple, les pays asiatiques, regardez comment les choses se passent. Vous avez des enfants qui, systématiquement, s'ils ont mis un pied dehors, quand ils rentrent dans la maison, qu'ils aient touché quelque chose ou pas, ils nettoient leurs mains. C'est une éducation. Parce qu'effectivement, on leur donne cette éducation dès le bas âge. Aujourd'hui, je suis sûr d'une chose. Des enfants ne savent même pas comment on fait pour éviter le paludisme. Ça c'est clair. Comment on fait pour éviter le choléra? Les enfants ne le savent pas. Comment vous concevez qu'aucun programme scolaire ne vous n'apprend cela aux enfants? Aucun. Parce qu'on estime peut-être que les parents sont supposés... Non, on n'estime pas. On n'estime pas. La responsabilité du gouvernement... Je pose toujours une question simple. Quel est le pays au monde où la population s'est éduquée seule? Aucun. Aucun. Et ce n'est pas parce que votre enfant a échoué que vous arrêtez de l'envoyer à l'école. Donc, c'est une éducation qui est permanente et qui devrait commencer dès le bas âge. Ça, c'est l'éducation sociale. C'est pour vous dire que non, tout ça relève justement des questions de santé, parce que là, ça relève justement de ce qu'on appelle la réactivité d'un système de santé. Donc, comment est-ce que le système de santé humanise les soins? Donc, l'humanisation des soins, vous voyez, vous êtes même dans une formation sanitaire, vos photos se retrouvent dehors. Ça prouve effectivement qu'il y a un problème. Autre chose que je voudrais relever. Vous voyez qu'il y a toujours un conflit entre personnel de santé et patients. Tout simplement parce qu'il y a un manque d'éducation. Est-ce que le patient sait que lorsqu'il arrive à l'hôpital, il est fautif pratiquement à 60-70%? Parce qu'il n'a pas su préserver sa santé. Alors, ce n'est pas le personnel de santé qui doit être un magicien. Donc, lorsqu'on explique cela aux gens, ils auront moins d'arrogance en arrivant à l'hôpital en croyant qu'ils partent voir, par exemple, des marabouts ou alors, je ne sais pas, des magiciens qui doivent venir. En fait, le médecin, ils doivent comprendre que le médecin est là pour les accompagner. D'accord. En 2021, vous êtes dans la commission d'audit par rapport relativement au fonds Covid. Qu'est-ce qui est sorti de ce rapport? Alors, ce qui est sorti de ce rapport, c'est que il y a des Camerounais qui étaient en charge de la question Covid, de la gestion de Covid, qui se sont amusés à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est-à-dire que bouffer impunément l'argent de tous les Camerounais, qui pouvaient certainement nous apporter un certain nombre de solutions dans la santé, parce que là, on parle quand même
de plus de 200 milliards. Parce qu'il ne faut pas seulement 200 milliards détournés? Oui, oui, parce qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur les 180 milliards. Ça, c'est une erreur. Parce qu'il faut se dire que bien avant les 180 milliards, il y a eu le fonds de solidarité qui avait été engagé par le président de la République, qui lui-même a donné 2 milliards et qui, au final, a donné environ 22 milliards. Donc, ce fonds de solidarité, lorsque vous l'ajoutez aux 180 milliards, ça fait déjà plus de 200 milliards. Et il faut savoir que, je crois, 2021, il y a eu, je crois, environ 100 quelque chose de milliards qui avaient été ajoutés pour la task force, quelque chose comme ça. Alors, le rapport a effectivement donné un certain nombre d'orientations sur comment l'argent a été géré. Malheureusement, il savait que aujourd'hui, je le dis généralement, je regrette d'être allé à cet audit parce que je me suis retrouvé en train d'être pourchassé jusqu'à mon domicile, où des gens sont arrivés avec des goudins pour récupérer mes outils de travail. Je me rends compte que j'ai effectivement j'ai risqué ma vie pour rien parce que des gens qui avaient été accablés par ce genre de fautes de gestion et autres se sont vus être décorés par le président de la République qui a demandé un audit et qui voulait voir en fait comment l'argent a été dépensé. Il faut préciser que le rapport a été déposé à la présidence. Exactement, puisque c'est une demande du président de la République. Donc, forcément, on s'attendait à ce que lorsque cela est terminé et qu'il reçoit le document en question, qu'effectivement les responsabilités soient justement partagées, ce qui n'a pas été fait. Le président qui, à un moment donné, je me rappelle bien, en février, avant le début de la CAN, a dit que ceux qui se sont amusés avec l'argent de Covid vont le payer après la CAN. Et après la CAN, nous avons eu justement une série de décorations. Donc, j'ose croire que, en fait, le président a opté d'encourager la médiocrité et le vol. Ça, il faut le dire de cette manière-là. Il y a des noms qui sont cités. Et tous ces gens qui ont été cités ont été décorés. Donc, comment comprendre? Et moi, je dis, j'ai beaucoup de gêne de parler de ça aujourd'hui parce que je me rappelle une fois des jeunes au quartier qui savaient que j'étais parti, m'ont interpellé, me disent, bon, explique-nous, le travail que vous avez fait a servi à quoi? Je pense que le président de la République nous a effectivement démontré que l'argent de Covid était un peu comme l'argent des beignets qu'il avait donné à ses ministres. Qu'il avait partagé. Oui, qu'il avait partagé à ses enfants ministres. Et que nous avons juste été utilisés pour faire le film, quoi, pour faire le jeu. Et je crois que c'est malheureusement le sentiment que j'ai. Et pour la petite histoire, même la bouteille d'eau, je n'ai pas eu. C'est terrible quand même. Même la bouteille d'eau, je n'ai pas eu. Donc, je l'ai fait parce que mon sens du devoir et mon sens de la responsabilité et le fait de l'amour de notre pays, c'est pour cela que je l'ai fait. Mais en réalité, je crois que le système en place a plus opté à gratifier ceux qui volent. J'allais demander, il y a quelques semaines, nous avons reçu ici même à votre place, Paul Maël, qui estimait que dans ce pays, on a plus tendance à encourager la médiocrité que l'excellence. Bien sûr. Et qu'être excellent aujourd'hui ne garantit pas la réussite dans un pays comme le Cameroun. Est-ce que vous êtes du même avis? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord parce qu'en fait, la plus grosse difficulté, c'est que ceux qui sont excellents ne sont pas mendiants et ne se laissent pas faire. Donc, nous sommes dans un système qui préfère des gens qui sont mendiants, qui applaudissent, qui félicitent tout. Et c'est pour cela que justement nous sommes dans ce cadre-là. Mais du moment où on sait que vous avez la possibilité de dire non, et que vous avez la possibilité de dire que ceci, je n'accepte pas,
Je vous assure qu'on ne peut pas faire avec vous. On ne peut pas. Et vous voyez bien que, déjà pour la petite histoire de Covid, avant bien même qu'il y ait de l'argent, les 180 milliards, je commençais déjà à alerter sur la gestion. La gestion qui était faite des 22 milliards. Sachant que le système n'avait pas changé, j'alertais déjà sur les éventuels je dirais, les éventuels vols dans ce sens-là, aux fuites d'argent. Personne n'a écouté à ce moment. Mais on a attendu, en fait, que l'argent soit détourné pour venir maintenant dire, mais pourquoi est-ce que vous disiez que ça devait disparaître? Et c'est malheureusement comme ça que ça fonctionne dans notre pays. Ceux qui ont quelque chose de correct à dire sont toujours relégués au dernier plan. Mais gouverner, c'est prévoir. Ça veut dire que nous ne sommes pas gouvernés? Non, nous ne sommes pas gouvernés, ça il faut le dire. Nous ne sommes pas gouvernés. Ça, il faut le dire clairement. Parce que, à part prévoir, il faut également savoir qu'il faut sanctionner. Il faut sanctionner lorsque ça ne va pas. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le problème, la sanction, elle est d'abord à caractère éducatif. D'abord. Parce que, imaginez-vous un enfant aujourd'hui qui apprend que les gens ont bouffé plus de 200 milliards de francs CFA de Covid, l'argent de la santé, et qu'on ne leur a rien fait, ils ont été décorés. Dans sa tête, il se dit quoi? Que c'est impuni. Que c'est normal. C'est normal. Exactement. Oui. Donc, sanctionner, c'est éducatif d'abord. Donc, non seulement on ne prévoit pas, mais également, le véritable souci, il est là, c'est qu'on ne sanctionne personne. En fait, c'est une bande d'amis qui évolue ensemble. En 2019, vous avez reçu le prix de l'excellence africain. Est-ce que ce prix vous a... C'était en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce prix vous a apporté quelque chose durant votre parcours? Alors, je voudrais ajouter que ça a été 2019 et 2022. D'accord, donc oui. 2 fois. 2 fois, oui. 2 fois. Est-ce que vous avez déjà été découvert au Cameroun, petite... Oui, j'ai été découvert justement après 2019, lorsque je suis rentré de Côte d'Ivoire. Parce que je crois quand même que cette distinction en Côte d'Ivoire a permis à ce que je sois davantage visible, en fait. Et vous savez, au Cameroun. Oui, vous avez été découvert en Côte d'Ivoire et ça vous a donné la visibilité dans votre pays. Oui, parce qu'en fait, vous savez comment ça fonctionne au Cameroun. C'est lorsque l'extérieur vous reconnaît qu'on se bouscule quand même un peu. Donc, j'ai été décoré à titre exceptionnel par le président de la République quand je suis rentré, chevalier de l'ordre de la valeur. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Non, pas du tout. Bon, peut-être dans le sens de l'honneur et puis peut-être un peu plus de visibilité. Ça, je peux le dire comme ça, mais je pourrais dire que mes activités, ils ont continué comme d'habitude. Mais quand je parle de la visibilité, ça a été justement une distinction qui m'a permis d'être classé quelques années plus tard, en 2023, parmi les 100 personnalités d'ascendance africaine les plus influentes au monde, aux États-Unis. Wow. Donc, il y a plein d'autres choses qui sont arrivées. Mais je dirais ici que financièrement, ça ne m'a pas apporté grand-chose. C'est vrai que je dis généralement, mon père nous l'a toujours appris, une bonne réputation vaut mieux que de l'or. Donc, je préfère aujourd'hui déjà construire tout cela. Et certainement, si Dieu le veut, les moyens financiers vont certainement suivre. Alors, on va peut-être sortir par cette question, on va parler de couverture santé universelle. Est-ce que l'implémentation de cette couverture au Cameroun est possible? Oui, c'est bien possible. C'est bien possible lorsque les gens vont arrêter de faire des grimaces et des singeries. Alors, on va commencer peut-être par expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est par un professionnel. Alors, la couverture santé universelle est un objectif, est une cible à atteindre. Donc, cette cible, lorsqu'on l'atteint, elle permet aux populations d'avoir accès à la santé de qualité sans risque de s'appauvrir. Donc, il y a 2 éléments qui ressortent, 2 axes. Il y a l'accessibilité physique aux soins de santé de qualité et également l'accessibilité financière. Donc, ces 2 éléments, il ne faut jamais perdre ça de vue. Alors,
Lorsqu'on a donc une couverture santé universelle, c'est-à-dire lorsqu'un pays atteint la couverture santé universelle, déjà qu'aucun pays ne l'a atteint, ça il faut le dire déjà, parce que c'est un objectif qui est poursuivi permanemment. Atteindre une couverture santé universelle veut simplement dire avoir mis en place un système de santé qui fonctionne de manière optimale. Donc, ce n'est que ça. Donc, du coup, la question sur l'atteinte de la couverture santé universelle au Cameroun est bien possible. D'accord. Merci beaucoup, Albert Zé, d'être passé par ici. Je terminerai en vous demandant si vous avez une attente par rapport au gouvernement camerounais et à la santé au Cameroun. Si j'ai une attente, je pense que la seule chose que je peux demander actuellement, c'est qu'il nous libère. Qu'il nous libère parce que je pense sincèrement que si on n'a pas pu pendant autant de décennies de donner la santé aux populations, ce n'est pas maintenant que ce sera possible. D'accord. Alors, de toute façon, on va croiser les doigts pour que vous soyez entendus et surtout pour qu'ils viennent, qu'ils participent donc à votre compte rendu, on va dire, et qu'ils prennent finalement conscience. À vous, chers internautes et téléspectateurs, merci de nous avoir écoutés. Prochain rendez-vous très bientôt. D'ici à ce qu'on y arrive, portez-vous bien.